Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis avec Emeline. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va aussi. Ben, c'est drôle parce que là, on va le dire, c'est le deuxième épisode de suite qu'on enregistre. Fait que le deuxième coup, c'est comme un peu moins d'enthousiasme dans le comment ça va. On est déjà échauffé. on est déjà dans l'action. On a décidé d'enregistrer, ou parce qu'on l'a déjà fait, de revenir sur la fraude. Parce que la fraude, c'est quand même un élément très important dans notre société, malheureusement. Ça a des impacts qui sont très importants pour les entreprises, quand on va parler de la fraude du président, pour les personnes quand ils vont se faire dérober de l'argent de différentes façons. Il y a différents stratagèmes. Les stratagèmes sont là, les moyens peuvent changer de ces éléments comme ça. Je vais te laisser aborder le sujet parce que ça continue à évoluer, c'est pas sur le point d'arrêter, donc c'est important de faire une petite piqûre de rappel avec peut-être les nouvelles ou d'autres façons de l'aborder qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent. Oui, j'aurais envie d'introduire la thématique en disant que nos amis les fraudeurs sont créatifs. Clairement, c'est pas la créativité qui leur manque, puis ils sont toujours attentifs à de nouvelles façons de nous faire tomber dans leur piège. Toujours en exploitant les émotions. On avait déjà parlé de la peur, la serviabilité, l'urgence et tout. Donc, toujours en exploitant tout ça. Et de plus en plus aussi en exploitant la confiance qu'on peut avoir entre humains quand on se connaît. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est exploité plus. Et j'avais envie de commencer par une fraude qui court beaucoup en ce moment au Québec, qui est la fraude... Comment je pourrais introduire? Donc, je parlais déjà aujourd'hui de la fraude aux faux fournisseurs qu'on connaît, qu'on est habitué de voir, où est-ce que je reçois une facture d'un fournisseur et qui me dit « Hey, je change de coordonnées bancaires, prochain paiement, fais ça à ce compte de chèque-là, ce spécimen de chèque, ce compte bancaire-là, s'il vous plaît. » Donc, on ne fait pas de vérification, on fait le paiement. Donc là, il y a une fraude qui exploite exactement le même principe, mais qui s'adresse aux ressources humaines et aux employés. Donc, le fraudeur se fait passer pour l'employé et dit « Hey, ma paye, next time, j'aimerais ça, change de compte de banque, voici mon nouveau spécimen de chèque pour le prochain paiement. » Et à ce moment-là, on ne fait pas de vérification et on dit la personne, elle fait les choses dans les règles de l'art, elle m'envoie un courriel avec son nouveau spécimen de chèque, c'est légitime qu'elle puisse changer de compte de banque, admettons. Et en fait, vous voyez venir le stratagème, mais le fraudeur a envoyé un courriel avec son spécimen de chèque à lui. À ce moment-là, c'est lui qui va recevoir la paye. Donc, ça prend quand même pas de temps à s'en rendre compte. C'est des moins gros montants aussi que la fraude aux faux fournisseurs parce que c'est des payes, donc ça fluctue par 2 semaines entre 500 et 2000, admettons, dépendamment du poste occupé. Donc, c'est des plus petits montants. Mais il reste qu'au bout d'un moment, on a un employé qui dit « Hey, j'ai pas reçu ma paye, est-ce que c'est normal ?» Et on creuse un petit peu et on se rend compte que cette communication n'était pas légitime. Et ce qui est encore plus difficile, difficile c'est relatif, mais la bonne pratique, ce serait quoi? Je reçois ce type de message, je fais mes vérifications, j'appelle le fournisseur, exemple. Je regarde est-ce que c'est la même adresse courriel que d'habitude du fournisseur. Sauf que quand c'est un employé, j'ai pas nécessairement au dossier son adresse courriel personnelle. N'importe qui pourrait envoyer n'importe quel courriel qui ressemble au nom, prénom de mon employé. Donc, ça ne serait peut-être pas de vérification supplémentaire non plus. Donc, ça, c'est quand même un enjeu. Effectivement. Puis, le fait de dématérialiser énormément les communications, comme on a fait notamment pendant le confinement, puis on est resté dans ce modèle-là. Donc, l'usage du courriel ne permet pas de corroborer facilement l'identité de la personne qui est au l'autre bout du fil. Et tout dépendant du secteur dans lequel on est, bien, des fois, on ne les a jamais vues, ces personnes-là, on les verra probablement jamais. Donc, c'est justement de réussir à trouver une structure qui est intéressante pour faire la vérification. Parce qu'on utilise, puis j'en ai entendu des cas dans mon entourage, plus qu'un d'ailleurs, de ce stratagème-là. Et à chaque fois, bien là, c'est un peu l'audio est le blâme est sur les RH parce qu'ils font pas la vérification nécessaire, mais en même temps, ils ne sont peut-être pas formés pour le faire. Et ils ne disposent peut-être pas d'informations pour le faire, effectivement. Comment on fait pour corroborer ce genre d'informations-là? Est-ce qu'on va demander des informations personnelles? Et toute cette stratégie-là n'est pas dans une structure qui me semble normale entre humains. D'habitude, on fait confiance, on va y aller comme ça. Et dans ceci, il n'y a même pas d'urgence, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. On est vraiment dans un contexte plus de communication, plus casual qu'on va avoir. Puis, on essaie de t'aider, on n'essaie pas de poser des questions puis d'être contrariant, surtout dans un contexte comme celui-là. J'ai la misère, puis même à la limite, je me place dans la peau d'une personne en RH, puis c'est quoi ton as, là, je te crois pas. Ça l'amène ce doute-là dans lequel, normalement, on n'est pas dans cette forme de relation-là avec les RH, notamment. Non, exact.
Donc, je vois au travers du temps, on a mis beaucoup d'énergie à sensibiliser les équipes à la comptabilité, aux finances, mais c'est quelque chose qui va s'en venir aussi au niveau des équipes ressources humaines, surtout que dans les dernières années, ils se sont fait mettre beaucoup de dossiers sur leur bureau au niveau RH. Il y a de nouvelles lois au niveau du harcèlement, donc beaucoup de choses à implémenter à l'interne. La loi 25, on va se le dire, il y a quand même beaucoup de choses qui se ramassent sur leur bureau aussi parce qu'ils sont en contact avec beaucoup de renseignements personnels sur les employés. Donc, je pense que la sensibilisation au département ressources humaines va arriver de plus en plus. Donc, ça, je trouvais ça important d'en parler parce que déjà, c'est une fraude connue qui est un peu recyclée dans un autre contexte. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on sait quoi faire. On sait faire les vérifications, donc appeler au numéro de téléphone qu'on a au dossier, envoyer un message sur Teams, peu importe. Ça serait de belles pistes avant de faire tout changement de coordonnées bancaires. Oui, tout à fait. Puis c'est justement d'étendre cette sensibilisation-là. Je pense qu'on l'a un peu trop ciblé dans les dernières années sur des besoins spécifiques parce qu'on avait des urgences. La loi 25 est un bel exemple d'urgence qu'on avait à régler parce que la loi était là et donc on devait adapter. On n'a pas fait d'appropriation peut-être plus globale dans les entreprises, même au niveau humain, de comment on met un doute raisonnable mais pas qui brise la relation. Puis on revient toujours à celle-là. Dans ce cas-ci, on a exploité la qualité de la relation qu'on a avec les RH, de ne pas briser cette qualité de relation-là tout en posant des questions qui sont légitimes justement pour assurer de vérifier ce genre de choses-là. Puis je trouve ça très rare parce que là, je glisse un peu sur d'autres choses, mais quand j'appelle, disons, notamment ma banque, puis là, j'ai des interventions à faire sur mon compte, puis ils s'excusent de me demander de vérifier. Ils disent non, mais excuse-toi pas. Oui. Moi, j'espère que tu vas vérifier que je suis la bonne personne parce que je vais être très, très choqué si tu ne fais pas la bonne vérification et que tu laisses une opération sur mon compte qui est pas autorisée. Fait qu'il y a ça, les gens sont un peu gênés parce que c'est pas nécessairement entré dans les mœurs encore de dire OK, ben c'est normal qu'on me demande de vraiment m'identifier. Puis que je trouve pas ça, moi, je trouve pas ça choquant. Ça serait d'ailleurs parce que je suis un professionnel du milieu, je trouve ça, l'inverse serait choquant. Je serais choqué qu'on ne me demande pas, qu'on ne fasse pas de vérification et justement que dans le cas d'un chèque de paie, bien, que la vérification minimale ne permette pas ce genre de choses-là. Heureusement, en général, ça se règle de façon heureuse pour l'employé, mais l'entreprise a quand même un peu des responsabilités dans ce cas-ci c'est un peu d'assez d'argent qu'on jette dans le feu. On en avait parlé déjà lors d'un précédent podcast parce qu'on parlait des modes de paiement, de fraude faite par virement versus carte de crédit. Ou est-ce que carte de crédit, il y a beaucoup plus d'assurance? On peut souvent récupérer nos fonds, notre argent. Mais dans le cas d'un virement et donc de la paye, récupérer les sous, à moins que le fraudeur les ait pas encore sortis, qu'on soit capable, interinstitution, de récupérer l'argent, mais c'est quand même toujours compliqué. Ouais, mais c'est intéressant, tu sais, au téléphone que les opérateurs s'excusent, pas les opérateurs, mais les agents au téléphone s'excusent de toutes ces questions. Ça veut dire que, bon, nous, on est intense, ça, c'est pas nous, n'est-ce pas? Mais que la plupart des gens, c'est pénible parce qu'on est dans un monde faut que ce soit instantané, il faut que ce soit tout de suite, mais ça vient avec des risques. Donc, si ces gens-là s'excusent, c'est parce que souvent... Oui, ben c'est une conséquence de ce qu'ils doivent vivre, puis justement l'approche qui a été utilisée pour limiter la frustration des clients. Puis c'est sûr qu'on essaie toujours de limiter la frustration des clients, mais en même temps, les clients sont un peu trop exigeants maintenant parce qu'ils veulent l'instantanéité, comme tu mentionnes. Mais de l'autre côté, il y a des risques et des conséquences à cette instantanéité-là que les gens ne sont pas prêts à comprendre ou ils ne désirent pas parce que le changement est peut-être trop rapide pour eux puis ils ne sont pas capables, mais ils veulent l'instantanéité. On est dans cette offre. Il y a conséquence à cette instantanéité-là, comme tu mentionnes. Puis que les gens soient conséquents aussi, qu'il y a une petite question supplémentaire pour s'assurer que c'est la bonne personne au bout du fil, qu'on a le bon chemin, justement, s'assurer qu'on ne se fasse pas frauder. Parce que dans ce cas-ci où c'est l'entreprise qui se fait frauder, c'est inquiétant parce que l'individu ne se sent pas touché. Cependant, quand c'est notre argent qui se fait toucher, puis là, on crie sur la place publique comme pourquoi il n'y a pas de vérification. Oui, mais vous, consommateurs, vous exigez pas de vérification. Fait il faudrait que dans l'espace public, on soit capable de ramener un peu la nécessité de vérification inhérente. Puis on le voit avec les experts, c'est toujours le moins d'étapes possible. C'est ce qu'on cherche, le moins d'étapes possible, justement pour éviter cette frustration-là. Puis une autre fraude qu'on voit, ben, tu me diras, ça rentre dans la catégorie fraude, mais je l'ai mis là-dedans, moi en tout cas, c'est au niveau des applications mobiles. N'importe qui peut créer des applications mobiles et les intentions ne sont pas toujours bonnes en arrière. Et je pense qu'on en avait déjà parlé, mais une application que tu télécharges,
Tu sais, exemple, une calculatrice, ça n'a pas rapport qui te demande d'avoir accès à ton micro, à ta caméra et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de fausses applications comme ça qui font juste demander des autorisations et ben, en fait, les autorisations n'ont pas rapport. Elles donnent accès. Toutes nos applications sont connectées sur notre téléphone. Il y a accès à nos photos, le micro et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses sur le téléphone et ça, c'est quelque chose qu'on voit courir beaucoup de fausses applications. Oui, mais toi qui viens d'un monde Android et qui a basculé un monde iPhone, parce qu'il y a quand même une différence assez importante dans le monde des applications, dans les deux univers. C'est plus facile sur Android de trouver des applications qui sont non homologuées que sur le monde iPhone. Maintenant, en Europe, on va être capable d'en avoir. C'est un peu, pour moi, j'ai plus un problème de sécurité parce qu'on n'a plus personne qui vient vérifier la qualité des applications. Donc, sur iPhone, la probabilité est plus faible, mais elle est quand même existante, contrairement au monde réel. Fait que as-tu remarqué cette chose-là, au-delà du fait que ce que j'ai lu de façon générale? Je dirais que oui, quand même, en le vivant, en explorant les deux boutiques d'applications disponibles, on retrouve beaucoup moins d'applications que c'est clairement de la poubelle ce qu'on peut avoir. Donc, sur Android, je trouve que oui, effectivement, au niveau du catalogue, il y a beaucoup plus d'applications bizarres. Mais comme tu dis, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas sur Apple. Il y en a moins, mais il y a toujours des applications qui rentrent entre les mailles du filet ou une application aussi qui est approuvée, qui coche toutes les cases. Puis ensuite, il y a quand même une micro-modification au niveau des autorisations nécessaires sur l'appareil et ce qui est assez pour aller un petit peu plus loin. Mais il faut être vigilant. Puis un des problèmes que je vois, parce que ça arrive que l'application, à l'installation, va demander un certain nombre de permissions sur l'iPhone, comme sur Android. Et en cours de chemin, on va en demander un autre parce que, bon, elle ne l'a pas obtenu, puis elle veut aller un peu plus loin sur l'accès aux informations. Et le fait que sur les sites web, on a toujours maintenant les maudites bannières. T'allais le dire, oui. Je l'ai dit. Les maudites bannières de cookies, parce que celle-ci, puis moi, je trouve qu'à terme, ça a un effet néfaste parce qu'on est dans un contexte où on apprend aux gens d'accepter sans considération. Parce que, puis moi, le premier, parce que je veux consommer le contenu. Je veux pas, c'est un site que je conseille voir une fois dans l'année. Est-ce que j'ai passé 5 minutes à aller voir la bonne confection de cookies que je veux? Non, moi, je veux consommer le contenu. On me propose du contenu. Ça, c'est ça. Fait que quand sur le téléphone, la conséquence, c'est que les gens, maintenant, quand ils vont faire ça, on les entraîne à cliquer, accepter sans vérifier le contenu. Fait que moi, je sens que on est en train, malheureusement, de créer un monstre, un problème en ayant ça. Fait qu'on autorise davantage. Puis je serais curieux de voir à quel point les gens acceptent à peu près tout et n'importe quoi sur le téléphone. Et ça, j'ai une anecdote parce qu'en termes d'applications qui demandent des autorisations extrêmes, j'ai eu un court moment où j'ai voulu faire des vidéos sur TikTok pour explorer, voir ce modèle de publication de contenu. Et juste la quantité de permissions qu'il m'a demandé sur mon téléphone m'a dissuadé complètement d'aller dans cette direction-là parce que c'était d'un niveau invasif qui n'avait aucun sens pour une application qui me semble pas mériter ce genre d'accès-là sur mon téléphone, d'avoir accès à mes contacts, d'avoir accès à ma géolocalisation, d'avoir accès à démesuré. Je pense que je vais abandonner ce plan. Ouais, mais c'est vraiment intéressant ce que tu amènes par rapport aux bannières de cookies, par rapport à tout ça, c'est qu'on est simplement en train de renforcer le fait, comme c'était déjà le cas avec les conditions d'utilisation des sites web, que personne ne lisait. Mais là, on fait juste renforcer et en plus demander une action supplémentaire pour se protéger. On demande une action au consommateur, à l'internaute pour se protéger soi-même, mais qu'il n'a pas lu. Donc, on fait juste renforcer cette non-responsabilisation, j'ai l'impression. Donc, oui, c'est exactement la même chose quand il y a des... Puis, en plus, je trouve que les boutons sont des fois à la bonne place. Tu sais, c'est comme, il y a des boutons où est-ce que tu veux refuser, mais le bouton le plus coloré qui t'inciterait à refuser, tout est bien placé de façon à te brain un petit peu plus. Il faut exprès pour qu'on clique accepter tout. J'aime bien les sites qui offrent de façon claire accepter tout ou tout refuser. Puis là, j'ai cliqué le tout refuser. Mais s'il faut que c'est tout accepter ou personnaliser, ça ne me tente pas de personnaliser. J'ai pas le temps de personnaliser. Puis c'est drôle parce qu'on enregistre suivant un épisode sur la charge mentale. Et justement, c'est de la charge mentale que je veux pas. Je veux juste avancer là-dedans. Fait que je pense qu'il y a une ratée. Ça, c'est l'Europe avec le RGPD qui l'a amené. Il y a une ratée d'exécution de l'intention du législateur. Puis
qui nous emmerde énormément, puis c'est rendu une plaie maintenant, puis ça n'a plus aucun sens, ce genre de choses-là, puis nous amène dans un autre moment. Revenons à la fraude, parce qu'on a glissé un peu sur d'autres choses au passage. Tu avais abordé déjà, y a-tu d'autres éléments de fraude qui... Moi, je voulais parler de la fraude au niveau de la crypto-monnaie. Je trouve qu'en ce moment, on en entend énormément parler, que ce soit des fausses publicités qu'on a sur les réseaux sociaux qui font l'éloge de certains placements en crypto et que c'est juste fictif, en fait, parce que tu mets de l'argent et tu as l'impression que ça monte parce que tu vois des petits graphiques qui montent, mais tout ça, c'est faux complètement. Et je trouvais ça important d'en parler parce qu'il y a encore une semaine, il y a quelqu'un qui me contacte qui me dit « Hey, j'ai une amie qui a investi dans un truc de crypto, puis elle a des doutes qu'elle ne reverra jamais son argent. Est-ce que tu peux l'aider? » Bon, moi, rendu là, c'est plus moi la bonne personne, si ce n'est que je lui ai ouvert un peu les yeux sur le fait que tu as un doute que c'est de la fraude, mais tu sais, fille, il y a ça comme élément, puis oui, malheureusement, ça en est. Mais ça, c'est encore quelque chose de très, très réputé et je trouve ça vraiment triste et désolant que les gens tombent encore dans le panneau. Tu sais, je suis zéro dans le jugement quand je le dis, mais j'ai vraiment de la peine pour vrai parce qu'il y a tout le contexte économique et tout qui fait qu'on veut trouver des façons créatives de faire des sous. Les fraudeurs exploitent ce besoin-là et ça me fait vraiment de la peine parce qu'une fois que mon argent est mis, à part réaliser que je ne vais jamais la récupérer, il n'y a rien. Les gens mettent des grosses sommes en plus dans ces choses-là. Des fois, ça peut les mettre dans une situation précaire au niveau économique. Oui. Fait que c'est d'autant plus triste, ce genre de choses-là. Puis, j'ai fait une expérience avec ça il y a quelques temps déjà, où il y avait, puis c'est encore plus subtil, c'est pour ça que moi, j'ai pas de misère à comprendre que les gens puissent tomber. C'était un public reportage dans la presse qui faisait l'éloge d'un placement avec Elon Musk, puis tout. Ils en parlent comme ça, puis ils allaient sur le site, allez ici, allez ça. Ça va être magique, c'est un algorithme qui est super puissant. Ça, j'étais curieux. Fait que je me suis branché, je me suis inscrit. Mais là, le canevas qu'il faut comprendre, c'est que j'avais une adresse courriel dédiée pour ça, qui est un burner que je pouvais brûler. Et j'ai fait la même chose avec un numéro de téléphone parce qu'il m'a donné le numéro de téléphone dans l'inscription. Ouais. Et donc, ces deux éléments-là, c'est des éléments qui étaient faits. C'est pas mon numéro personnel, sinon je serais mort, là, ça n'a pas de sens. Et après m'être inscrit, je me faisais appeler 4 à 5 fois par jour par une firme de spécialisée dans ce genre de choses-là qui veut juste te pousser pour que tu achètes le plus possible. Car moi, j'étais juste là pour aller voir parce que j'étais curieux de voir qu'un public reportage dans un journal réputé puisse apparaître. J'étais curieux de voir où ça allait, puis je me suis vite rendu compte que c'était potentiellement frauduleux ou que ça n'allait pas frauduleux au sens même que ça n'allait pas faire ce que ça allait faire de toute façon, que ça allait être un placement standard ou un placement à risque ou peu importe, que c'était peut-être légitime un vrai placement, mais plus à risque que qu'est-ce que ça le vendait. Ou à la limite, ça aurait pu être littéralement de la fraude ou déjà de l'argent, puis ça disparaît, puis je n'en vois plus jamais aussi. Donc les deux étaient possibles. Je suis pas allé explorer jusque-là parce que ça ne me faisait pas mettre les sous. Et une chance que j'avais un numéro de téléphone et une adresse courriel à brûler sur ça, parce que sinon, je me serais fait harceler. Puis je peux comprendre, savoir pourquoi les gens, quand ils se mettent le doigt dans l'engrenage, juste pour aller voir, parce qu'ils sont curieux, parce que ça a l'air légitime, ça a l'air intéressant. Puis là, ça laisse absorber complètement. Puis une fois que tu as donné ton vrai numéro de téléphone, puis qui te harcèle et t'appelle constamment à partir de numéros différents, à partir de plein de stratégies, qui essaient de t'amener dans cette chose-là. C'est assez difficile de résister à ce genre-là, je peux comprendre. Puis il y en a quelque chose, même un phénomène plus récent où ils mettent des ça, c'est fait, tant qu'à moi, Facebook est coupable là-dedans, de permettre des fausses publications, notamment sur des vedettes qu'on a au Québec. Puis ça devrait être la même chose ailleurs dans le monde aussi. Il va dire, il a fini sa carrière de façon dramatique comme ça. Et il va nous amener sur un site qui est frauduleux ensuite parce que c'est une fausse nouvelle. C'est pas vrai. Et il va nous amener dans un univers de fraude. Oui. Quand tu dis que Facebook fait partie du problème, c'est par le fait justement que c'est des publicités qui sont payantes. Et là, il y a comme un problème entre, oui, on sait peut-être que c'est de la fraude, mais d'un autre côté, ça nous génère du revenu. Est-ce que c'est ce que tu avais en tête? Oui, bien notamment ça, puis en plus, on a un cas particulier qu'au Canada, Facebook refuse de relayer les nouvelles puisqu'il y a eu une mésentente avec le gouvernement fédéral à la suite d'une loi appliquée dans ce sens-là. Fait que la position de Facebook, c'est de se retirer complètement, ne plus relayer les articles des journaux canadiens.
ou des publications canadiennes. Et en même temps, ils permettent des fausses publicités qui donnent l'apparence de médias canadiens, qui permettent de voir les choses. Fait que là, on est comme dans une chose où je les trouve coupables ou hypocrite de dire d'un côté, on ne permet aucun journal canadien. Ouais. Je respecte la décision. Mais de l'autre, on laisse des publicités qui nous laissent croire que c'est ce genre de choses. Fait que, dans ce sens-là, ils ne sont pas corrects. Ils devraient justement bloquer ces publicités-là. Parce que c'est essentiellement de la fraude qu'on y retrouve. Et encore là, ben là, je suis allé voir parce que je suis curieux. Je me demandais pourquoi cette nouvelle-là avait piqué ma curiosité. Encore une fois, j'étais allé avec une machine spécialisée, ce genre de choses-là, parce que quand j'ai un doute raisonnable, je risque pas. Puis là, encore là, moi, je suis un professionnel. C'est comme la chose. Je suis un professionnel, ne faites pas ça à la maison. Exact, ben, c'est un peu ça, mais les gens vont se laisser tenter. Si j'étais suffisamment curieux pour mettre le temps et l'énergie pour aller explorer ces éléments, puis ça a piqué ma curiosité et voir c'était quoi le chemin de frauduleux qu'elle a avec, mais je suis pas mal sûr qu'il y a pas mal de gens qui se laissent embarquer là-dedans. Malheureusement, puis on n'a pas suffisamment de sensibilité, je pense, au sens large, pour avoir cette espèce de prudence associée à ça. Puis de toute façon, là, on a abordé les RH, on a abordé l'application mobile, la crypto-monnaie, puis c'est encore à chaque fois, c'est cette espèce de prudence et juste prendre un pas de recul, je pense qu'il manque un peu chez les gens. Je peux constater dans ce qu'on a discuté jusqu'à présent. Puis les fraudeurs ont des munitions supplémentaires avec l'intelligence artificielle, avec tout ça. Justement, en off, en parlant de l'usurpation d'identité de nos stars, nos célébrités ici, en off, tu me parlais d'une offre d'emploi frauduleuse. Si tu veux en parler rapidement, ça me... J'ai parlé, j'en ai même un autre, j'en ai gardé un dans ma manche que j'ai vu hier. La première, c'est KnowBe4, qui est une compagnie de sensibilisation en cybersécurité aux États-Unis, qui avait un processus d'embauche et ils ont été très transparents, ce qui est merveilleux parce qu'ils partagent avec tout le monde tout ça. Puis vous irez le vrai, parce que le problème escamoté, tordre un peu les choses sur ma compréhension. C'est qu'ils ont un processus d'embauche. Il y aurait, là, c'est la Corée du Nord qui semble être ciblée là-dessus. La Corée du Nord aurait volé une identité légitime américaine qui a passé les enquêtes de sécurité, qui a passé toute la chose. Donc, tout le processus de préfiltrage n'a pas fonctionné parce qu'ils ont utilisé une identité volée pour passer à travers le préfiltrage. Et quand ils sont arrivés aux entrevues par visio, parce que maintenant, c'est essentiellement ça, puis on est toujours dans un monde virtuel, fait que c'est de plus en plus difficile, bien, ils ont utilisé du deepfake pour que l'apparence visuelle de la personne ait l'air vraiment de ce que la personne devait avoir lu, selon les pistes d'identité soumises, selon tout ce qui était là. Donc, en fait, le processus d'embauche au complet et ont envoyé l'ordinateur à la personne pour ça. Et ils ont détecté, quand l'ordinateur s'est rendu chez, finalement, en Corée du Nord, dans ce cas-ci, là, vous me direz, ils auraient dû détecter, envoyer le jour dans la Corée du Nord, mais probablement qu'ils ont envoyé un légitime aux États-Unis qui est envoyé en Corée du Nord ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, essentiellement, c'est arrivé là. Quand l'ordinateur s'est branché, l'agent en Corée du Nord a décidé de mettre plein de virus dessus. Donc, les processus de sécurité normales de l'entreprise ont intercepté l'ordinateur et ont découvert le stratagème et ont découvert les choses. On est rendu dans un contexte qui est complètement... ça, puis c'est rendu fou à quel point. Très ciblé. Oui, ça, oui, très ciblé. Puis on n'a pas la volonté de la dite fraude en question. L'autre que j'ai vu, ça, c'est hier soir, c'est Ferrari a mis en échec une tentative de fraude au président dans ce cas-ci. Dans quel cas, puis encore, c'est encore du deepfake qui avait été utilisé dans ce cas-ci. C'est un des vice-présidents qui autorise ce genre de choses-là. Se fait contacter par le président de Ferrari, lui disant là, je te promets qu'à partir d'une adresse non standard, parce qu'on va avoir un deal avec les Chinois, on va faire quelque chose de particulier, il faut avoir de la surveillance, donc on amorce des discussions hors canal avant pour ne pas se faire surveiller par les autorités légitimes. Fait que ça a soulevé un doute relatif dans le tête du vice-président. Il y a eu un appel téléphonique qui s'est fait encore avec du deepfake. Donc, c'était vraiment la voix du président et tout ça. Cependant, le vice-président a eu un doute parce qu'il semblait voir que c'était un peu mécanique, un peu métallique comme voix. Mais en même temps, l'accent, tout était quand même correct. Et ce qu'il a fait pour désamorcer, c'est là aussi on en a parlé un peu, on a posé une question au président sur un livre qu'il lui avait recommandé
une semaine au précédent pour faire ce genre de choses. Information qui était impossible d'avoir pour les fraudeurs. Exact. Donc, c'est là qu'il s'est rendu compte. Donc, comme la réponse était inexacte, il s'est rendu compte qu'il était dans un état dans lequel ça l'amenait de la fraude. Donc, c'est très... Ouais. Il y a des stratégies comme ça intéressantes, parce que là, c'était dans un contexte, il y avait une question et une réponse, mais ça pourrait être un jeu, pas un jeu de code, mais un mot code, ou Oui. tu sais, ça pourrait être quelque chose de très clair, mais d'établi d'avance, du coup. Oui. Ou est-ce que tu es dans une situation comme ça, tu dis, ok, très bien, tu sais, juste avant qu'on continue, raconte-moi une blague. Tu sais, là, le fraudeur en face, il va dire, tu me niaises, genre. Tu sais, ça pourrait être quelque chose de vraiment statué d'avance, puis que, ben, on raconte pour vrai une blague, et tu sais, il peut y avoir quelque chose, plein une espèce de choses créatives. rituel. Exact. Puis ça m'amène, puis cet élément-là m'amène à une troisième nouvelle qui est assez récente aussi. Je crois que c'est cette semaine ou la semaine passée. Il y a une famille à Montréal se sont fait appeler par leur fille, qui s'est fait enlever et tout, qui ressemble beaucoup à la fraude des grands-parents où l'enfant demande 5 000 $, c'est pas besoin de monde. Et je pense que c'est la mère qui avait répondu au téléphone. La façon que la voix était personnifiée, elle a vraiment l'air comme leur fille, ils ont vraiment cru pour de vrai. Ça leur crée un traumatisme assez important parce qu'ils sont allés au camp de jour, une fille était là, puis effectivement, elle s'était pas faite enlever. Et ils ont envoyé la police à l'adresse qui avait été mentionnée par la personne qui a fait, on va dire, cette mauvaise blague-là, parce que dans ce cas-ci, il n'y avait pas d'extorsion, il n'y avait rien. Fait que en tout cas, l'article ne mentionnait pas c'était quoi les motifs. Et la police n'avait pas arrêté la personne qui avait fait. On ne connaît pas le motif qui est en arrière. On va dire que c'est une très mauvaise blague. Cela étant dit, quand j'ai lu cet article-là, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on est tous assujettis à ce genre. On peut tous voir à raconter ça à un moment donné un autre. Puis c'est là où j'ai communiqué à ma blonde et à mes enfants, ben, si ça l'arrive, si vous avez cet élément-là, vous avez juste un doute, juste poser une question sur quelque chose que vous savez que juste l'autre personne qui peut répondre, soit ce qui s'est passé la veille, soit des éléments comme ça, justement, dans le flow normal de la conversation, pour pas que ça a l'air trop off, pour pas, si c'est la vraie personne, que ça ne soit pas offusqué, mais de l'amener dans cette circonstance-là, que je suis rendu au point où moi-même, je suis en train de former mon entourage à mettre ces questions-là anodine, comme tu as dit, contre une blague ou peu importe, sans que ce soit nécessairement un cas, juste poser une question parce qu'on a un doute. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Finalement, je ne me rappelle plus. Ou est-ce qu'on s'est vu hier? Juste de ce genre de questions-là, juste pour capable d'amener le fraudeur à se démasquer. Encore une fraude de grands-parents, la fraude du grand-parent où il vole l'argent ou de toute autre chose comme ça, de se préparer à cet élément-là, comme le vice-président chez Ferrari a fait, mais de façon spontanée, c'est merveilleux dans ce cas-ci, mais qu'on doit répandre ça un peu partout, pas que ça soit offusquant comme l'agent répond à la banque, me demande de vérifier. Il dit oui, mais vérifie, je veux que tu vérifies. Et ça, on va en avoir de plus en plus, des fraudes qui vont utiliser l'intelligence artificielle, les deepfakes, la voix. C'est sûr, ça va arriver de plus en plus. Puis là, on nomme des exemples qui sont loin de nous, quoique ton dernier est quand même très proche. Et puis, c'est même pas une entreprise. Donc, on se questionne par rapport à la motivation, effectivement. Mais d'expérience, j'ai une entreprise au Québec à qui c'est arrivé où est-ce que ça a été démantelé assez rapidement, où est-ce qu'un employé reçoit un appel, puis c'est vraiment la voix du boss qui demande des instructions, qui donne des instructions plutôt de justement un virement ou acheter des cartes cadeaux. Je sais plus c'était quoi le concept, mais c'est vraiment exactement la même voix que le dirigeant. Donc, c'est proche de nous aussi. Il ne faut pas penser, encore une fois, c'est souvent la croyance qu'on a, surtout au Québec, de dire « je suis trop petit pour me faire pirater, j'intéresse pas les pirates ». C'est complètement faux. Il y a encore beaucoup d'arnaques qui sont aléatoires, mais là, avec l'intelligence artificielle, sont de plus en plus ciblées. Et pourquoi est-ce que c'est ciblé auprès de si petites entreprises quand même? C'est parce que c'est facile. Avec les outils d'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus facile. Ça demande moins de temps, d'énergie. D'exécuter ce genre de choses. Exact. Ça fait le tour pour peut-être un petit rafraîchissement sur la fraude. As-tu d'autres éléments que tu aimerais qu'on souligne avant de conclure? Il y en a plein d'autres, mais tout ce qui est, c'est ça, les billets, les événements, à des billets, des reventes de billets, à des événements. Dès qu'on parle d'argent, d'achat en ligne, d'être vigilant plus, parce que les portes sont grandes pour les fraudeurs d'exploiter ces situations-là. Tout à fait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.